Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec le Front social en ébullition. L'Alliance Gueusseum a marché pour exiger le respect des accords avec le gouvernement. Les camarades de Sidi Ndiaye se disent guère ébranlés par les menaces du ministre de la Santé. Pendant ce temps, les chantiers du TER sont bloqués par des manifestants déguerpis qui exigent leur indemnisation. À Ziguinchor, les allocataires des nouveaux logements de la SNHLM sont en sit-in. C'est pour protester contre le non-respect des engagements de l'entreprise. Plus de 40 personnes dans les champs maraîchers de la Patte-d'Oie devant le procureur de la République ce jeudi. Elles ont créé des réservoirs, des eaux usées, puisées du réseau de l'ONAS pour arroser leurs plants de salade. Et puis article 19, préoccupé par la baisse de la liberté d'expression au Sénégal, il demande au chef de l'État de ne pas promulguer le code des télécommunications. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite, le développement. À tous, l'Alliance Gueusseum encore dans la rue. Ces agents de la santé ont battu le macadam ce matin pour exiger du gouvernement le respect des accords. Sidi Ndiaye et ses camarades ont fustigé les menaces dont ils font l'objet. Compte rendu signé Fatou Bintou Conté, Diafaraba. Pour le 17e plan d'action, l'Alliance Gueusseum a préféré sortir dans la rue. Une marche pour un respect des engagements. Toutes les régions sont représentées ici. Donc une marche a pour vocation ou bien pour but d'externaliser la lutte simplement, pour montrer aux populations ce dont nous nous plaignons et pourquoi on en est arrivé jusque-là. Le gouvernement donc nous dénie presque ce droit à la négociation. À la limite même c'est un mépris. C'est pour le réveiller que nous sommes aujourd'hui dans la rue, pour battre le macadam et lui montrer que nous sommes aussi déterminés hier, aujourd'hui jusqu'à demain. Un énième plan d'action, pas encore de satisfaction. Pourtant, Gueusseum ne se décourage pas et compte continuer la lutte. Nous allons dérouler nos plans d'action parce que nous sommes dans notre activité, nous sommes dans notre bon droit. Ça ne nous gêne pas, ça ne nous perturbe pas, que ça soit un premier jusqu'au 150e plan d'action. Nous sommes prêts à être dans la rue pour revendiquer. La preuve est là par 10 que les travailleurs, loin d'être découragés, sont décidés à en découdre. Nous considérons qu'aujourd'hui, si le secteur de la santé était une entreprise, on devait dire qu'elle est en faillite. La plateforme revendicative est assez large. Actuellement, les agents de la santé font l'objet de menaces et de réquisitions. C'est pourquoi l'Alliance Gueusseum va durcir le ton dans les jours à venir. L'actuel JK et Cobra aujourd'hui font l'objet de chantage de la part de certains médecins de district qui n'hésitent pas à leur dire donc vous renoncez à la grève, vous démissionnez de votre syndicat, je renouvelle votre contrat, sinon donc allez-vous-en. Vous voyez, vous avez entendu parler des réquisitions. Or, c'est le président de la République qui est seul habilité à prendre la réquisition. C'est la loi qui le prescrit, qui prescrit cela. Alors, au-delà des réquisitions, c'est des ponctions de salaire. Alors, vous croyez que nous allons nous arrêter à un si bon chemin? Aujourd'hui, Gueusseum est décidé à aller de l'avant et nous allons encore durcir la lutte. Vous le savez, nous avons arrêté le PEV, ils ont crié au scandale. Mais nous allons arrêter dans les jours à venir autre chose. Le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, dans ce sens, risque d'être déclaré persona non grata par les agents de la santé si la situation perdure. Il peut être déclaré persona non grata dans les prochaines semaines s'il continue comme ça. Les chantiers du TER bloqués par les manifestants ce matin, les contestataires des commerçants affectés par des travaux du TER déguerpis réclament leur indemnisation et la tension était vive sur les lieux ce matin. Reportage signé Salif Sow et Asmalik Diop. Les manifestants ont perturbé les travaux le temps de faire leur déclaration. Déclaration précédée d'une marche dans le tracé du TER au niveau de Marché Thiaroye. La tension a été vive par moments entre marcheurs et ouvriers du site.
décidé de marcher sur le tracé du terre dans la mesure où c'est le terre même qui nous a causé tous ces problèmes. C'est tous ces détails-là, c'est à cause du projet le terre. Dans ce cas, nous, on ne peut pas aller traverser et arrêter des cars rapides ou des tatas comme ça. On a affaire avec le terre. Dans ce cas, on vient juste au terre. Fii ak le 30 nag fii ak le 30 may ne ko fii ak le 30 su fekkee jógu ci bu ëllëgee su fi ay bakkan tuuroo ba daanoo wala ay direct tuuru fi moom état du Sénégal ndax assumer ay responsabilités. Les manifestants réclament leur indemnisation. Sur les 800 concernés, moins de 100 ont une promesse de réception de chèques. Nous sommes au nombre au moins de 800 personnes. Et combien ont reçu leur chèque? Non, personne presque. Si vraiment on tient compte des gens qui ont reçu leur chèque, ça ne fait même pas au nombre de 50. Tous sont des commerçants, tous sont recasés, mais ils jugent inadéquat leur nouveau lieu de commerce. Le préfet nous a dégagé du milieu, tenant compte pour nous recaser dans un centre commercial où les locaux ne sont même pas confortables. Et dans ce cas, on négocie, on a tout le temps passé notre temps à négocier, jusqu'à on a nous-mêmes les commerçants, on a retapé les magasins, on a mis les portes, on a demandé l'électricité, tout c'est à notre niveau. Les manifestants ont signé l'acte 4 de leur plan d'action ce mercredi. Ils promettent de revenir à la charge le 30 décembre s'ils ne rentrent pas dans leur fonds d'ici cette date limite. Nous allons à Ziguinchor à présent avec les allocataires des nouveaux logements de la SNHLM situés au quartier Kenya de Ziguinchor en brassard rouge ce matin. Ils ont organisé un sit-in sur le site qui doivent leur servir d'habitation. Ils accusent la direction nationale de la SNHLM de ne pas respecter ses engagements. Les détails dans cette correspondance signée Boubacar Diassi et Lamine Magnan. Les allocataires des HLM du quartier Kenya de Ziguinchor en brassard rouge sur ce site qu'ils devraient habiter selon eux depuis plusieurs mois maintenant. Et voici les raisons du retard accusé. L'année passée, à la date du 15 mai, nous avions tenu une rencontre présidée par M. le préfet du département de Ziguinchor, à laquelle avait assisté le directeur général de HLM, M. Kassé. La direction de HLM avait pris des engagements forts. Il était question que dans les 10 jours qui suivaient la rencontre, il devait commencer et dans un mois terminer l'ensemble des travaux de la voirie externe. Il était question que HLM fasse la voirie interne pour permettre aux différents habitants de pouvoir se déplacer de même que leurs véhicules. Très remontés contre la direction nationale de la SNHLM, ces allocataires promettent. Nous avons saisi une fois de plus les autorités, tous au niveau local, pour les informer de cette situation. Mieux, nous avons eu à contacter certains députés au niveau de l'Assemblée nationale et dans un très bref délai, si aucun travail ne démarre, si leurs engagements ne sont toujours pas respectés, désormais ce sera à la justice qu'ils auront à répondre. Parce que nous avons fini de constituer le dossier avec les huissiers et les avocats sont déjà commis pour que l'action judiciaire soit entamée. Nous nous sommes rendus au bureau régional de la SNHLM, mais nous n'avons pas pu avoir un interlocuteur local. Vous l'annoncez dans les titres de cette édition, plus de 40 personnes arrêtées dans les champs maraîchers de la Patte d'Oie. Ce matin, ces individus ont créé des réservoirs des eaux usées puisées du réseau de l'ONAS pour arroser leurs plants de salade. Ces personnes plutôt, elles seront présentées ce jeudi devant le procureur de la République, le major Alain Gomme, chef de la brigade départementale d'hygiène de Dakar, que je vous propose d'écouter. Il est interrogé par Maïmouna Ndiaye. Nous avons été orientés vers les jardins de Patte d'Oie parce que là-bas on a vu certains jardiniers procéder à la destruction du réseau de nage, créer des conduites d'amener et des réservoirs et pour arroser des salades avec des eaux usées. C'est une situation extrêmement grave et dangereuse parce que les usées, c'est des eaux qui contiennent des bactéries, des virus, donc des germes pathogènes extrêmement dangereux, pouvant créer des maladies diarrhéiques, des vomissements et parfois même des urgences sanitaires de portée mondiale. On a appréhendé plus de 40 maraîchers qui se livraient à cet exercice. Ils sont en train d'être entendus et demain, ils seront présentés au procureur de la République. Les enquêtes montrent que ça date de très longtemps. Il y avait un instant, on les avait arrêtés il y a 4 ans ou 5 ans. On avait fait des mesures de police administrative
demander aux autorités publiques de prendre des mesures idoines pour empêcher le retour d'une telle situation. Donc certains sont cherchés des puits, d'autres utilisent l'eau de Laurence qui est traitée, mais il y a d'autres qui continuent à s'adonner à cet exercice périlleux et dangereux pour la santé. Parlons de toute autre chose à présent avec les vacataires de l'ITECOM qui sont en rogne. Ils réclament une dette de 100 millions de francs CFA à leur établissement. Ils demandent à la direction de diligenter la situation, sinon ils vont passer à la vitesse supérieure. Ils ont fait face à la presse ce matin. Un compte rendu signé Aïssatou Gueiba et Tierno Laurent Mendy. Fatigués d'attendre, ces vacataires de l'Institut privé ITECOM lancent un cri de cœur. Ils sont à 100 millions de dettes. Aujourd'hui, ils souhaitent entrer dans le fonds. Nous sommes restés pendant 3 ans sans percevoir aucun sou significatif de la part de Moussa Ning, le directeur général de l'établissement ITECOM. L'État sénégalais vient récemment de verser une somme faramineuse aux universités privées pour qu'elles honorent leurs engagements vis-à-vis des enseignants et se concentrent tout simplement de nous verser des miettes d'argent qui tournent autour de 50 000 francs, voire même 100 000 francs par enseignant. Il s'est tout simplement limité à faire de l'investissement politique, mais également de l'investissement immobilier. Il a versé près de 30 millions à des jeunes qui soient pour des fins politiques, mais également il a construit un nouveau bâtiment qui s'élève à hauteur de 40 millions. Alors qu'il doit à ses enseignants une dette qui s'approche des centaines de millions de nos francs CFA. Après plusieurs plans d'action et rien de concret, ces enseignants décident de saisir la justice. Nous avons posé un premier acte, c'est-à-dire donc faire un communiqué de presse. Aujourd'hui, c'est le second acte, faire un point de presse. Le dernier acte, et je pense que tous les collègues aujourd'hui sont d'accord sur cet acte, c'est de laisser directement en justice. Ils interpellent le directeur de l'ITECOM à solver ses dettes. D'ici là, ils vaguent à leurs occupations, espérant une issue heureuse. Et puis affaire à Fallou Sène, le ministre de l'Enseignement supérieur et le directeur des bourses blanchies par le rapport de l'inspection générale d'État. Selon l'IGE, Mary-Teuw Niane et son service n'ont aucune responsabilité dans le retard du paiement des bourses qui avait conduit aux manifestations ayant entraîné à la mort de l'étudiant Fallou Sène. Ce rapport incrimine plutôt le ministère des Finances. Là-dessus, je vous propose d'écouter la réaction du ministre de l'Enseignement supérieur Mary-Teuw Niane avec nos confrères de la Radio Futur Média. C'est un dossier qui est au niveau de la justice. Et je répéterai ce que j'ai toujours dit. D'abord, c'est tragique. C'est la perte d'un jeune, quel qu'il soit, en particulier d'un jeune étudiant qui, et nous le savons parce que le plan Sénégal émergent met en avant dans son axe 2 le capital humain. Donc c'est une perte énorme pour le pays que de perdre un étudiant. Mais les questions relevant de la justice a son temps et il faut que chacun laisse à la justice le soin de faire son travail et de le faire en toute autonomie. Le reste, c'est de dire que sur cette question, le ministère de l'Enseignement supérieur a un esprit tranquille, dans la mesure où le ministère de l'Enseignement supérieur n'a aucune responsabilité dans ce qui est arrivé. Et je voudrais le souligner et souligner que la direction des bourses particulièrement et tous les autres services du ministère qui étaient impliqués dans le processus des bourses ont fait correctement leur travail, comme d'ailleurs l'a indiqué le rapport de l'IGE qui nous a été remis ces jours-ci. Et puis article 19 a procédé ce matin au partage du rapport de l'état de la liberté d'expression dans le monde. Une baisse considérable de cette liberté a été remarquée au Sénégal depuis 2014. Et à 2 mois de l'élection présidentielle, l'article 19 demande au chef de l'État, Macky Sall, de ne pas promulguer le code des télécommunications. Les détails dans cet élément signé Suzanne Sek et Ababacar Camara. Ce rapport fait l'état sur les points clés de la liberté d'expression au niveau mondial, à savoir les 5 piliers. L'état de la liberté d'expression en passant par les cadres juridiques, notamment la mise en œuvre des droits,
mais plus important, lorsque les droits sont violés, comment les États agissent pour réparer. Et donc, à travers 5 piliers qui sont le digital, la protection, la transparence, les médias surtout importants. Et donc, on essaye de regarder à travers 350 indicateurs sur lesquels nous avons mesuré l'état de la liberté d'expression partout dans le monde. Au Sénégal, malgré les engagements pris par le gouvernement d'abroger les peines privatives de liberté d'expression, pour la diffamation, le pays a adopté en 2017 un code de la presse qui renforce les lourdes peines pour délit de presse. Le code de la presse qui a été adopté l'année dernière constitue quand même une grande régression pour le Sénégal, une grande régression pour la liberté d'expression, parce qu'il garde quand même un certain nombre de délits qui sont des délits fourre-tout, des délits qui sont abrogés dans la plupart des pays et des délits qui sont recommandés pour être abrogés. Par exemple, les peines privatives de liberté pour délit de presse ne sont plus en phase avec les normes internationales. Parmi les recommandations, article 19 demande de manière globale de revoir la restriction de l'espace civique. Le Sénégal n'est pas épargné. Donc on respecte le droit à la manifestation qui est un droit sacré constitutionnalisé. Mais la plus grande recommandation en cette veille d'élection, c'est qu'on demande au président de la République de ne pas promulguer le code des télécommunications et de revoir l'article 27, de revoir le code de la presse. Les indicateurs du Expression Agenda de article 19 montrent une importante baisse de la liberté d'expression dans le monde au cours des 3 dernières années. La baisse générale est attribuable à un effondrement de la liberté des médias et une augmentation de l'intimidation des journalistes. Autre aspect de l'actualité, l'incompétence du Conseil constitutionnel souvent déclarée sur certains dossiers n'enlève en rien la lecture que l'on doit porter sur les décisions de l'institution à garantir le respect de la Constitution. C'est du moins l'avis de Pape Oumar Sakho. Le président du Conseil constitutionnel présidait ce matin à la Cour suprême à l'installation des nouveaux membres. Compte rendu signé Mambiram Diouf et Pape Sangone Mbaye. Tour à tour, ils ont dit leur engagement dans leur nouvelle fonction à ne servir que la Constitution en toute impartialité. Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution. Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes. En remplaçant Malik Diop et Mamadou Sy, qui ont passé 6 ans au sein de l'institution et dont le travail a été salué par le président Pape Oumar Sakho, Mohamedou Diawara et Abdoulaye Sylla complètent ainsi la liste des 7 sages. Être juge constitutionnel, c'est aussi être le garant de la régularité des élections. C'est dans un tel contexte, chers collègues, que vous allez poursuivre vos premières armes. L'un des miracles de la démocratie est d'instaurer un mode de dévolution pacifique du pouvoir politique. Garantir leur indépendance en toutes circonstances sur les décisions rendues est souvent objet de critiques ou d'observations d'acteurs. Notre rappel. La surmédiatisation, les débats d'experts reconnus ou autoproclamés, où seuls sont absents les spécialistes de l'humilité, auront pour objet vos décisions et même vos silences. On y fera souvent dire à la loi bien des choses, en plus de ce qu'elle dit parfois sans le vouloir, dans le seul but de vous remettre en cause. Le poste de vice-président du Conseil constitutionnel qui revient désormais au professeur Ndiaye Diouf, ce dont s'est réjoui le président Pape Oumar Sakho, comptant ainsi sur son équipe pour encore faire rayonner la démocratie au Sénégal dans le respect des lois et règlements. Le Conseil constitutionnel a reçu ce matin le serment de l'ancien ambassadeur Seydou Nourouba, le remplaçant de feu Mohamed Mbodj, compte œuvrer pour la défense de la démocratie. Je vous propose de l'écouter. À laquelle je dois participer et qui est confiée à la Sénat est une mission lourde, importante, mais nécessaire. La troisième mission
émotion, c'est d'être parmi des sœurs, des frères, des amis que j'ai côtoyés pendant très longtemps dans le cadre justement du raffermissement de la démocratie, pas seulement au Sénégal mais en Afrique, puisque très humblement, depuis un quart de siècle, plus de 25 ans, je suis dans les élections en Afrique. Je voudrais terminer par les mots forts du serment. Je ne me laisserai influencer par personne, ni par aucun intérêt, si ce n'est défendre la loi, la démocratie et l'intérêt de la nation. Et puis la candidature de Khalifa Sall est recevable, une déclaration de la coalition Taxawu Sénégal à la veille du jugement en cassation de l'ancien maire de Dakar. Pour la dite coalition, la condamnation de Khalifa Sall ne peut en aucune mesure être définitive, même si la Cour suprême venait à confirmer le jugement en appel. La coalition faisait face à la presse cet après-midi. Compte rendu signé Ibrahima Kane et Modou Diop. Plus que quelques heures avant l'ouverture du jugement en cassation de Khalifa Sall, la coalition portant sa candidature dit espérer que le droit sera dit sans y fonder trop d'espoir. Pour Taxawu Sénégal, le plus important reste l'éligibilité de l'ancien maire de la capitale. Nous gardons le même type de sentiment vis-à-vis de la Cour suprême. Parce que comme on l'a indiqué, cette affaire est une affaire purement politique qui est confiée à une justice instrumentalisée. Et de notre point de vue, il n'y a rien à attendre de cette justice. Et pour nous, la question de la candidature de Khalifa doit être déconnectée de cette procédure. Ça n'a aucun rapport et ceux qui essayent d'établir un lien le font à dessein. Taxawu Sénégal persiste et signe. Même une condamnation de la Cour suprême ne saurait altérer la validité de la candidature de Khalifa Sall. La Cour suprême ne peut pas condamner définitivement Khalifa Ababacar Sall demain. Pour la bonne et simple raison qu'après cette décision de la Cour suprême, il y a la procédure du rabat d'arrêt qui est ouverte sur une période d'1 mois à compter de la notification de la décision de la Cour d'appel. Et si vous faites le calcul, vous vous rendrez compte que même si la décision nous est notifiée demain, qu'entre le 20 décembre et le 20 janvier, il n'y a aucune raison pour que la candidature soit invalidée sur la base de ces décisions. Dans le cadre d'une potentielle requête aux fins de rabat d'arrêt, si Khalifa Sall venait à être condamné à nouveau, Taxawu Sénégal dit soupçonner l'organisation d'une vaste campagne de communication juridique pour tromper l'opinion de la part du régime en place. C'est une campagne qui est en préparation et qui a débuté par une campagne de recrutement de juristes et d'universitaires qui vont partir à l'assaut des radios et des télés dès après la décision de la Cour suprême, pour essayer de manipuler l'opinion en laissant entendre ou croire que le rabat d'arrêt n'a pas un effet suspensif sur la décision qui sera rendue par la Cour suprême. Pour rappel, le dossier de candidature de Khalifa Sall a été déposé au Conseil constitutionnel qui devra apprécier. Mais en attendant, l'ancien maire de Dakar doit faire face à la Cour suprême. Et puis le GRADEC, préoccupé par la sécurisation de l'élection présidentielle, l'organisation de la société civile veut mettre en place des mécanismes pour éviter toute tentative de fraude. Ses membres ont tenu un atelier dans ce sens, un forum dans ce sens ce matin, compte rendu signé Fatimata Touré et Mohamed Dian. Une élection présidentielle rime souvent avec des vives tensions. Une raison suffisante pour le GRADEC d'organiser un forum destiné aux partis politiques pour discuter entre acteurs, entre autres objectifs, revoir la gestion des opérations électorales pour parer à d'éventuelles fraudes. Quand les gens ont voté et qu'on affiche le résultat du bureau de vote, que vous, journalistes, vous communiquez partout les numéros, les chiffres, etc., que les choses vont jusqu'à la cour d'appel. Le trajet du bureau de vote à la cour d'appel, on craint que quelqu'un puisse remplacer des feuilles et on met un système de sécurisation. À quelques semaines de l'élection présidentielle, la transparence du fichier électoral est toujours contestée. Nous, société civile, on a dit que l'accès au fichier électoral doit être autorisé à tout le monde, y compris l'opposition. Aujourd'hui,
Le fichier a été déjà audité, mais il n'est pas transparent. Concernant la carte électorale réclamée par l'opposition, le GRADEC déclare que c'est une demande légitime. Ça fait longtemps qu'on demande de mettre à la disposition des gens la carte électorale. Mais il faut pour ça, parce que la carte électorale c'est le point de vote, les bureaux de vote. Et les bureaux de vote, on peut comprendre que le gouvernement hésite à les donner parce que chaque fois qu'un bureau de vote atteint 600 personnes, on essaye de créer un autre bureau de vote. La sécurisation de l'élection présidentielle du 24 février 2019, un sacerdoce pour le GRADEC. Il prendra des mesures idoines pour la prévention des conflits électoraux, mais aussi combattre toute forme de violence électorale. Pousser les jeunes et les femmes à une participation citoyenne à la présidentielle, c'est l'objectif de l'ONG 3D en partenariat avec des organisations de la société civile. L'ONG veut inciter les jeunes à aller retirer leur carte et procéder en vote massif. Cher Tidiane Cissé de l'ONG 3D que je vous propose d'écouter, il est interrogé par Ousseynou Thiam. Qui seront sensibilisés, alors sont invités à aller retirer leur carte électeur, mais également à aller voter le jour du scrutin pour estimer avoir un taux de participation qui est plus ou moins supérieur à 50%, voire même 60%, donc le jour des scrutins. Et le forum aujourd'hui vise à impliquer et à sensibiliser les jeunes, non seulement à aller retirer leur carte, mais également aller informer également les jeunes sur les points de distribution, c'est-à-dire dans les commissions de distribution des cartes électeurs. Aujourd'hui, nous avons constaté qu'il y a plus de 6 219 et quelques inscrits sur les listes électorales. Mais le taux de retrait est assez faible aujourd'hui. Et dans le département de Rufisque, nous sommes en train de voir avec le préfet comment avoir les statistiques pour pouvoir identifier un peu les points où le taux de retrait est faible. Et c'est de là où on va mettre le focus pour que ces jeunes-là aillent sensibiliser les jeunes pour aller retirer leurs cartes et aller voter également le jour du scrutin. Une incursion dans le monde rural à présent à Fass-Boye, dans le département de Tivaouane. La filière carotte est en bonne santé avec une production de 25 000 tonnes. L'espoir renaît dans cette partie de la commune de Darou Khoudoss. Toutefois, des producteurs maraîchers ont mis à profit la visite du directeur de l'exploitation de l'agence de régulation des marchés pour égrener un chapelet de doléances. Chirante Diop. La campagne de la filière carotte s'ouvre à Fass-Boye. Cette année, les producteurs maraîchers ont battu le record. La production a nettement évolué par rapport aux années précédentes. Aujourd'hui, nous sommes là pour justement pouvoir évaluer et pouvoir donner des chiffres estimés qui peuvent aujourd'hui rassurer les consommateurs, mais aussi qui peuvent rassurer l'État pour qu'il n'y ait pas de rupture dans le marché. Aujourd'hui donc, le problème qui se pose au niveau de la production et des productions en général dans la zone des Niayes, c'est l'organisation du marché. C'est quand est-ce qu'on doit produire, quand est-ce qu'on doit amener dans le marché et à quel prix nous devons vendre. Nous avons estimé aujourd'hui la production de carottes au niveau du marché de Fass-Boye et on l'a estimé à 200 tonnes jour. La demande du marché est atteinte. Selon le directeur de l'exploitation de l'agence de régulation des marchés, la production locale aujourd'hui est apte à prendre le relais des importations pour couvrir les besoins du marché sénégalais. Ce que nous avons vu aujourd'hui quand même est rassurant parce que ça nous montre qu'il y a une forte production qui est là, qui est déjà sur le marché depuis le 5 décembre et jusqu'au mois de juillet. La filière carotte aujourd'hui couvre le marché en moins de 7 mois. Et je pense que nous pouvons aller plus loin, comme ils l'ont dit. L'autre chose, dans le cadre de la régulation, certes, il y a lieu d'arrêter l'importation, mais il y a une nécessité d'organiser aussi la mise en marché au niveau interne. La question du financement reste un problème majeur pour les producteurs maraîchers de Fass-Boye. Ils sollicitent l'aide de l'État pour leur permettre d'augmenter considérablement la productivité au niveau des périmètres maraîchers. L'association des ONG internationales du Sénégal dénonce les lenteurs administratives du gouvernement pour mener à bien ses activités. Elle l'a fait savoir ce matin au cours d'une assemblée générale. En effet, l'ONGIS injecte chaque année plus de 70 milliards de francs CFA pour ses activités sociales. Cher Diop. L'ONGIS, une trentaine d'ONG au service des populations, éducation, santé,
développement au cœur de leurs actions, des thématiques très souvent négligées, une façon pour elles d'accompagner l'État du Sénégal et d'assurer le bien-être des citoyens. Sur les questions d'enfance, sur les questions de maladies négligées, sur les questions d'extraction minière et de protection des populations qui sont impactées, sur les questions de prévention dans le domaine de la santé, les vaccinations. Nous avons d'innombrables programmes. Un engagement souvent freiné par des lenteurs administratives. Nous connaissons quand même quelques problèmes aussi, puisqu'il y a énormément de lenteurs au niveau de l'État dans le respect des délais qui concernent l'examen de nos demandes d'agrément, de nos programmes d'investissement et aussi dans le traitement des préoccupations des ONG. Et de ce point de vue-là, ce que nous voulons, c'est aussi, à travers une rencontre comme ça, inviter l'État, dont les représentants étaient présents ce matin, pour qu'ils puissent réécrire le décret 2015-145 qui régit l'action des ONG. Une révision des textes nécessaires pour permettre à ces ONG de mener à bien leurs activités déjà entamées. Si on fait le total ce que ces organisations mobilisent et investissent au Sénégal, on a dépassé on est entre 70 et 80 milliards de francs CFA, ce qui représente en cumul plus de 300 milliards sur les 5 dernières années. Et donc l'idée, c'est de continuer à bénéficier d'un cadre institutionnel, d'un cadre civique, politique, qui puisse permettre de poursuivre ce travail-là. L'Association des ONG internationales du Sénégal, en Assemblée générale, a reconduit son bureau. Les acteurs évoquent des résultats positifs dans le champ d'action. Les habitants de Ouakam réclament des passerelles et des dodanes pour réduire les accidents de la route dans leur quartier. Nos reporters se sont rendus sur la route de Ouakam entre l'école Stella Maris et l'hôpital militaire, un axe réputé très dangereux. Un reportage signé Sylvie Faye et Youssou Baro. La sécurité routière est devenue un phénomène qui préoccupe les habitants de Ouakam. Ici, devant cette église et cette école, le tunnel qui sert de passage n'est pas très accessible, ce qui favorise les cas d'accident. Comme vous l'aurez constaté, le tunnel actuellement il est fermé. Il est 17h30 et le tunnel est fermé. Alors, où veux-tu que les gens passent, sinon traverser? Et les gens ils vont à vive allure sur cette route. Alors, dans le temps, nous avons fait appel aux autorités, mais jusqu'ici, rien n'a été fait. Que ce soit pour aller à l'hôpital, aller de l'autre côté de Ouakam, les gens, ils traversent. Et on a eu pas mal d'accidents. Un enfant qui a été fauché, un jeune garçon en sortant de l'école un dimanche soir a été fauché, une religieuse, et plein d'accidents sur cet axe-là. Il n'y a pas de service qui assure la sécurité des fidèles après la messe. Après la messe, bon, les gens, non, il n'y a pas de service d'ordre en dehors de l'église. Donc, sur la route, il n'y a personne qui s'occupe de personne. Un appel est lancé au gouvernement pour faciliter la traversée des routes à la population. Ici, c'est comme l'autoroute. C'est difficile de traverser, surtout les enfants. Si on pouvait nous aider avec des passerelles ou d'autanes, ce serait mieux. Il y a tout le temps des accidents. Le dernier, c'est avant-hier. Il roule trop vite. Ici, il y a un établissement et aussi il y a l'église. Quand les enfants sortent, ils courent. Donc, ils doivent ralentir la façon dont ils conduisent. Et pour cela, bon, je pense que le gouvernement peut nous mettre des dodanes ou bien des passerelles. Ça évitera les cas d'accidents qu'on voit ici parce que c'est des cas d'accidents mortels. Le nombre d'accidents sur les routes reste très élevé au Sénégal. Toutefois, les populations invitent l'État à prendre des mesures pour atténuer ce phénomène. Puis nous allons à Tambacounda à présent avec la prise en charge sanitaire des personnes du 3e âge qui pose problème. La récurrente rupture des médicaments y est pour beaucoup. Le coordonnateur du cadre unitaire des associations des retraités du Sénégal sonne l'alerte dans son reportage signé Moussa Omar Gueye.
Les médicaments dédiés aux personnes du troisième âge connaissent souvent une rupture dans les régions éloignées de la capitale Dakar. D'où l'urgence pour le coordonnateur national du cadre unitaire des associations de retraités du Sénégal de lancer un appel à l'endroit de la pharmacie nationale d'approvisionnement. Même c'est un constat, parce que d'abord, quand on est allé à Thiès, le même problème a été évoqué par les cheminots. Aujourd'hui à Tamba, le problème de la santé. Vous savez qu'il y a quand même la prise en charge qui fait défaut et encore aussi la médicamentation. Les pharmacies sont en rupture, si bien qu'aujourd'hui ils auraient aimé vraiment souhaiter que vraiment ces pharmacies soient approvisionnées quand même. Dans le cadre de sa tournée d'information et de massification, le coordonnateur du cadre unitaire des associations de personnes retraitées sollicite encore une revalorisation des pensions à la retraite. Le relèvement des pensions, ceux qui sont quand même au-dessus du SMIC. Alors donc maintenant, c'est à hauteur de 5%. Nous saluons d'abord vraiment le chef de l'État, mais partout, il sollicite quand même une augmentation, parce que 5% c'est bon, mais aussi tamit, si vraiment il faut faire quand même davantage une augmentation, ça vraiment ferait quand même l'affaire. Après Tambacounda, la mission se poursuivra vers Kidira, Kaolack et Mbour. Parlons culture à présent, exposition parcours. Cette année, les organisateurs ont pensé aux photographes, 11 artistes engagés pour donner à la photographie plus de visibilité. L'autre objectif est de partager aussi l'expérience avec les plus jeunes. Ibou Diouf. Des photographies d'ici et d'ailleurs, l'anarchie publique exposée. 11 artistes ont échangé leurs images cette année dans le cadre du parcours. Après 7 années d'existence, la photographie était à l'honneur. Pas mal de manifestations qui sont déjà déroulées, donc nous, dans le cadre du parcours, c'est une expo de photos avec Dago et d'autres photographes sénégalais et africains. La photo est populaire, mais on n'en parle pas comme œuvre d'art. Alors on a essayé de valoriser la photographie comme œuvre d'art. Mais l'art plastique, les arts graphiques, on ne connaît pas tellement, donc c'est juste une minorité. Alors là, l'expo, 80% c'est des blancs qui viennent ici, hein, c'est pas les Sénégalais. Hein. Exposition photographique, un mélange de savoir-faire à travers réverbération des pellicules. Arrêter à réverbération des pellicules, donc réverbération des pellicules, c'est tout un processus en fait qui vient de démarrer, parce que je me dis quelque part, il y a plein de choses sur lesquelles on doit parler dans ce pays-là. Et les artistes ont cette liberté, ont cette sensibilité en fait de pouvoir nous parler sur beaucoup de choses. Un photographe n'est pas artiste, mais plutôt c'est l'œuvre qui est artistique. C'est la photographie qui devient art. La photographie est tout un art. Au-delà de la passion, l'expérience aussi a son tenant, d'où cette envie de partager. Le peu d'expérience qu'on a, qu'on essaie de le partager avec la jeune génération. Et il est temps aujourd'hui pour nous d'accompagner les jeunes, parce que beaucoup de jeunes viennent nous voir pour qu'on partage notre expérience. Après la Villa des Arts, Ousmane Ndiaye Dago et ses amis poursuivent le combat au-delà du beau. En mode basket, avant de finir cette édition avec l'association sportive des fonctionnaires ASFO qui vise plus que le maintien lors de la prochaine saison, de la saison à venir de basketball chez les dames. L'ambition est déclarée par Pape Baladio Diallo, l'entraîneur du club, qui évoque de bonnes recrues pour l'atteinte de cet objectif. Il est interrogé par Cher Salibou Diarra et Khadim Sissé. Il y a 4 saisons comme ça, on joue les maintiens. Bon, c'est vrai, c'est par rapport à l'équipe que nous avions. Mais aujourd'hui, cette année, malgré qu'on a eu des départs, on a eu aussi des recrues, des arrivées qui sont là et des joueuses de qualité, je peux dire. Voilà, maintenant, c'est du basketball. Et le championnat ne va pas tarder à démarrer. De toute façon, nous, on est là, on travaille pour essayer vraiment
de maintenir soit la barre au niveau où elle était, ou bien de faire plus que la saison passée. Mais sachez que cette année-ci, les objectifs sont là, les ambitions sont là, et on va essayer de faire le maximum pour les atteindre. Maintenant, les joueuses vraiment veulent venir à l'AS Fonctionnaire. Et ce qui nous a valu cela, on a eu cette année-ci des joueuses de taille, je peux dire, des joueuses qui peuvent faire l'affaire par rapport à ce que nous avons et nos objectifs que nous voulons. C'est la fin de cette édition. Prochain rendez-vous pour l'information à 0h avec le tout en images. Excellent suite de programme en compagnie de la TFM. Au revoir.